Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar aujourd'hui consacré au contrôle de la CNIL. Alors, donc, je suis ravi de tous vous retrouver pour ce nouveau webinar aujourd'hui de Dastra, donc consacré à un sujet éminemment important puisque on est dans la phase de vérification de tout le travail de conformité qu'on met en place. Et donc, finalement, une forme d'aboutissement quelque part, et donc avec le contrôle de la CNIL. Je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Jérôme de Mercey. Je suis un fondateur de Dastra, donc avec 3 autres personnes. Je m'occupe plus particulièrement de l'accompagnement des clients et je suis juriste de formation. J'ai travaillé pendant longtemps à la CNIL, notamment aussi au service des contrôles, jusqu'en 2019. Alors, je suis entre guillemets un peu légitime, même si plus le temps avance, plus les choses remontent. Néanmoins, les contrôles de la CNIL, c'est toujours quelque chose qui continue, la CNIL communique également un certain nombre de choses dessus, et on a toujours des retours d'expérience. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut toujours s'intéresser. Ce qui est très important, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'expliquer finalement le contrôle de la CNIL en tant que tel, un peu son déroulé, si vous voulez, ce qui est important, et également de viser 5 documents, alors 5 éléments, on va dire aussi, puisque parfois ça va se recouper dans plusieurs documents, que l'on considère essentiels. Lorsque vous devez faire face à un contrôle de la CNIL, des choses finalement que tout organisme qui souhaite être conforme aux règles de protection des données, devrait avoir donc dans ses tiroirs. Et puis, j'essaierai de vous évoquer en pratique, finalement, avec Dastra, comment est-ce que tout ça peut se dérouler, même si l'objet principal de notre webinar aujourd'hui, c'est bien évidemment le contrôle de la CNIL. Alors, quelques mots d'introduction sur les contrôles. Je vous ai apporté ici quelques chiffres. Vous avez les chiffres 2023. Pourquoi ça? Parce que les chiffres 2024 ne sont pas encore sortis, même si on va voir qu'il y a quelques éléments qui sont sortis, mais on n'a pas encore le rapport d'activité annuel de la CNIL. Sachez que, pour la petite information, la semaine dernière, donc la séance plénière de la CNIL, il y a eu l'ordre du jour qui a été publié et on apprenait que le bilan d'activité faisait l'objet d'une présentation auprès des commissaires de la CNIL. Donc, c'est plutôt bon signe dans le sens où ça va probablement sortir très bientôt. On aura donc cette information actualisée des contrôles réalisés, des sanctions, des différents éléments. Alors, effectivement, le support, vous pourrez nous le demander effectivement en fin de webinaire si vous le souhaitez. Sachez que c'est un support très, très classique, et également pour la bonne information que ce webinaire est enregistré, et donc il sera aussi disponible en replay pour ceux qui voudront le revisionner. Donc, des chiffres 2023 qui nous rappellent que la CNIL avait effectué déjà, en 2023, 340 contrôles, dont un certain nombre sur place, en ligne, sur pièce et sur audition, que c'est un chiffre, on va voir, qui est assez constant, finalement, mais que les augmentations se situent pas tellement dans le nombre de contrôles, plutôt que dans les suites aux contrôles aujourd'hui. Et c'est tout aussi important. Il y avait des thématiques prioritaires en 2024, pour ceux qui ont peut-être déjà fait l'objet de ces thématiques parmi vous. Sachez qu'il y aura des thématiques prioritaires pour l'année 2025 également. En 2024, il y avait effectivement les Jeux Olympiques, on avait parlé des mineurs, on avait parlé des programmes de fidélité, des tickets de caisse, des droits d'accès des personnes. Donc ça, c'est l'exercice des droits. C'est un sujet qui est aujourd'hui traité
de manière coordonnée avec les autres autorités européennes. Sachez que ce sujet de l'exercice des droits est toujours fait l'objet d'une action coordonnée au niveau européen, donc de toutes les CNIL européennes là-dessus. Alors la nouvelle, pour cette année, il y a une nouvelle action coordonnée et je n'ai plus en tête le droit concerné, mais en tout cas, cela continue donc d'avoir des actions européennes avec effectivement aussi des bilans au niveau de l'Union européenne, ce qui est aussi tout aussi intéressant. Ça pourrait nous donner l'occasion de revenir dessus. Voilà, c'est le droit à l'effacement. Donc on a eu le droit d'accès, maintenant on a le droit à l'effacement. Donc comment, en gros, vous allez le mettre en pratique, comment vous allez aussi le faciliter auprès de vos publics. C'est quelque chose de très important. Merci beaucoup, Fanny. Ce que nous apprend quand même la CNIL, elle a publié récemment sa stratégie 2025-2028, où elle a donné quelques axes. Ça peut nous donner une idée de ce qui va nous attendre pour cette année, en tout cas pour les années à venir. Elle a communiqué sur 4 axes, donc l'IA évidemment, les mineurs, la cybersécurité et donc les usages numériques du quotidien. Si on prend finalement les 4 éléments qu'on pourrait retenir, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va évidemment avoir des actions de contrôle sur la conformité des systèmes d'IA, alors des systèmes d'IA au règlement général sur la protection des données, bien évidemment, mais également donc au règlement sur l'intelligence artificielle, dans la mesure des pouvoirs qui seront délivrés à la CNIL sur ce volet-là. Également, donc, toujours continuer sur des actions concernant les mineurs, donc sur les publics donc vulnérables. La sécurité des données, bien évidemment, qui est toujours un des sujets majeurs, un sujet phare, donc que la CNIL met en exergue lors de ses contrôles, et donc il y a des actions aussi coordonnées avec les autres autorités de l'État pour s'assurer, puisque c'est quand même l'un des éléments principaux de, de contrôle et au niveau de la protection des données. Et puis, toujours aussi, donc dans les usages numériques au quotidien, on peut s'attendre à ce qu'elle contrôle évidemment les systèmes numériques des usagers du grand public. On pense notamment aux applications mobiles, puisqu'elle a publié récemment, vous avez peut-être vu passer, un guide pratique, des recommandations sur le développement des applications mobiles respectueuses de la protection des données. On peut bien évidemment avoir en tête que les contrôles vont aussi porter sur ce sujet. Donc ça nous donne des idées, soyons patients, dans quelques semaines, on devrait avoir de toute façon les éléments sur ce sujet. Elle a aussi publié son bilan 2022-2024, ce qui nous donne un peu un ordre d'idée de ce qui a été fait dans ces 3 années, et en particulier le nombre de contrôles. On a 1006 contrôles, on sait qu'on a eu 345 contrôles en 2022, 340 en 2023. Voilà, on va en avoir à peu près 300 en 2024. Donc on voit qu'on est sur quelque chose d'assez homogène au niveau du nombre de contrôles. Néanmoins, là où elle a connu une augmentation importante, on en aura plus de détails, mais c'est effectivement au niveau des sanctions, des suites à ces contrôles. Je ne vous ai pas donné ici de chiffres, mais elle a eu une augmentation drastique du nombre de sanctions donc par rapport aux années précédentes, en particulier donc grâce à l'efficacité finalement de la procédure simplifiée, puisqu'il y a eu pas moins de 50 sanctions qui ont été émises par la CNIL sur ce fondement des procédures simplifiées. Ça représentait quand même 700 000 €, donc des petites sommes qui vont jusqu'à 20 000 €. Donc les suites au contrôle aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut se traduire beaucoup par des éléments contentieux. Alors, je vous ai apporté ici quelques éléments de risque qu'on peut avoir à un contrôle de la CNIL. Pourquoi c'est important? Évidemment, on a un premier risque financier, le risque de sanctions, que ce soit les sanctions du RGPD, mais aussi des actions de groupe. Sachez que c'est des choses qui existent, donc qui peuvent être menées par des associations représentatives ou des actions de groupe différentes menées par des personnes physiques directement. Il n'y a pas encore beaucoup de cas
en Europe sur ce sujet. C'est quelque chose qui va arriver. C'est beaucoup de ces choses-là aux États-Unis, c'est très connu, mais en Europe, c'est le cadre juridique, hein, donc aujourd'hui se développe pour ça. Donc c'est aussi un risque important financier aussi à avoir en tête, et on pense en particulier aux violations de données, donc le risque de sécurité. Le risque d'exploitation, le risque commercial, hein, on peut avoir effectivement donc un arrêt aussi de différentes activités qui reposent sur des traitements qui peuvent être considérés illégaux. On pense à certaines activités qui étaient basées d'entreprises qui avaient fondé leur business model sur le consentement qui n'était pas recueilli il y a quelques années. Il y a évidemment un risque de conformité auprès des autorités de contrôle, un risque d'image, bien évidemment, un risque procédural, et vous l'avez bien en tête aussi, un risque pénal, hein, puisque chacune des actions qui sont donc dans le RGPD ont un pendant au niveau du code pénal, et la CNIL ne se prive pas parfois aussi de faire des signalements auprès du procureur de la République sur certains éléments. Maintenant, attardons-nous quelques instants sur les contrôles de la CNIL. Qu'est-ce que la CNIL? Une autorité administrative indépendante avec un pouvoir de contrôle, au départ sur les organismes publics, puis depuis 2004 sur les organismes privés. C'est l'organisme qui est donc en charge de faire respecter le RGPD, donc, et qui dispose des pouvoirs qui sont dévolus dans le RGPD en tant qu'autorité de contrôle. Article 58, la loi du 6 janvier 1978 qui a été modifiée et qui lui permet aujourd'hui d'exercer ses pouvoirs. Vous avez deux éléments importants, la loi du 6 janvier 1978 et le décret donc d'application de la loi du 29 mai 2019, donc qui va élaborer finalement les pouvoirs de contrôle. Pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez aller les consulter, c'est assez explicite sur comment est-ce que ça se passe. Donc, j'ai expliqué déjà, elle réalise environ 300 contrôles par an. Et puis, pour la petite information, hein, vous pouvez aller visiter le site opendata.gouv.fr pour aller visualiser les contrôles qui ont été réalisés dans les années précédentes, pour visualiser notamment les organismes qui ont fait l'objet d'un contrôle. Alors, il y a un ancien agent de la CNIL qui s'appelle Thomas Bizet qui a mis ça aussi de manière très visuelle sur OpenStreetMap. Je sais, si vous pouvez me le demander, je pourrais vous renvoyer le lien. Mais effectivement, ça permet aussi d'avoir des éléments intéressants sur finalement où sont les axes de contrôle de la CNIL. Bon, sachez que de toute façon, la CNIL quadrille un territoire, tout le territoire français. Bien évidemment, elle va là se concentrer où sont les activités de traitement, et là où finalement est l'activité économique la plupart du temps. Elle contrôle à la fois les activités économiques, les secteurs d'activité du secteur privé, mais également le secteur public, donc aussi toutes les collectivités, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme forme de contrôle? Première chose, le contrôle sur place, le contrôle en ligne, le contrôle sur audition, contrôle sur pièce. Alors, le contrôle phare de la CNIL, bien évidemment, c'est le contrôle sur place. Vous avez des agents qui se déplacent, donc une délégation qui se déplace chez vous et qui, la plupart du temps, ne prévient pas et qui vient vous rendre une petite visite. Vous avez également du contrôle en ligne, ça veut dire que la CNIL est derrière son ordinateur et elle va faire des constats, comme un constat d'huissier en ligne, si vous voulez, où elle va tout simplement aller visiter votre site web et c'est très utile, par exemple, pour faire des vérifications sur les cookies, les traceurs qui sont déposés sur le site web, la véracité du consentement, ou également, tout simplement, prendre des preuves dans le cas d'une violation de données. Si vous avez des données qui sont publiquement accessibles sur Internet, par exemple, vous pouvez aller faire un constat en ligne. Parfois, vous avez aussi une conjonction de plusieurs contrôles, à la fois de contrôle sur place, puis constat en ligne, puis des contrôles sur pièce. Les contrôles sur pièce, ça va être tout simplement la CNIL qui vous envoie un courrier et qui va vous solliciter, qui va vous demander des éléments à lui renvoyer par courrier. On appelle un contrôle sur pièce, et puis elle va étudier ces pièces, et puis elle reviendra après vers vous, soit sous d'autres formes de contrôle, soit directement à la suite des conséquences de ce que vous lui avez apporté. Et puis le contrôle sur audition, c'est le contrôle où la CNIL finalement ne se déplace pas, mais c'est vous qui vous déplacez vers la CNIL dans ses locaux. Elle vous auditionne sur place, et puis ça se passe finalement comme un contrôle sur place.
On ne va pas rentrer dans le détail très précis de comment ça se passe un contrôle sur le plan juridique, sur le plan procédural. Ça pourrait faire l'objet d'autres choses. Néanmoins, et vous pouvez aller consulter le blog de Dastra, les articles, on a déjà pas mal communiqué là-dessus. Néanmoins, je vous ai ici mis une journée type, un peu d'un contrôle sur place ou sur audition. C'est toujours à peu près la même chose. Pour ceux qui ont déjà fait l'objet d'un contrôle, vous pourrez évidemment le confirmer, mais vous êtes soit convoqué, soit vous avez une visite. Alors la plupart du temps, je le disais, on ne prévient pas, et ça se passe le matin. Donc le matin, c'est dans les heures de bureau, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des gens qui soient sur place. Sachez que ça peut être effectivement assez calqué sur les règles de procédure pénale, donc ça peut être entre 6h et 21h. Néanmoins, personne n'arrive à 6h du matin puisqu'il n'y a personne. Et ensuite, ça commence par des entretiens, tout simplement. Les entretiens sur les activités de traitement concernées par le contrôle pour aller faire les vérifications. On fait des constats, on se déplace donc dans les locaux de l'organisme pour aller en pratique voir comment ça se passe. C'est du concret, hein, tout simplement. Et puis, on sollicite des éléments de preuve, que ce soit des pièces. Et on va y revenir justement sur les 5 documents essentiels. Là, vous avez des pièces fondamentales qu'il va falloir pouvoir donc délivrer à la CNIL. Il y a un procès-verbal qui est rédigé le jour même par les agents de la CNIL, et ce procès-verbal est soumis à contradictoire, et donc à relecture par le personnel de l'organisme contrôlé, et ensuite il est signé par toutes les parties, à la fois les agents de la CNIL et également donc l'organisme qui fait l'objet du contrôle, et donc ce qu'on appelle le responsable des lieux, c'est-à-dire le représentant au moment du contrôle des, de l'organisme qui fait l'objet du contrôle. Donc on est dans le cadre aussi d'un contrôle sur place ou sur audition. Et puis, pour un contrôle en ligne, vous avez une démarche qui est plus simple, puisqu'il n'y a pas d'interaction finalement avec l'organisme contrôlé. C'est un peu la surprise. Vous recevez un matin un courrier disant ah bah vous avez fait l'objet d'un contrôle. C'est comme un voilà, vous avez le PV donc qui arrive, et puis vous avez la CNIL qui a donc préparé donc sa machine, son ordinateur, et qui va donc se mettre finalement dans la peau, un peu comme d'un huissier, hein. Donc on fait une machine vierge avec tout un système qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de, de- d'éléments qui empêcheront de faire des bons constats, qui vont par exemple empêcher les traceurs de se déposer, etc. Et il va y avoir une visite du site internet par les agents de la CNIL, et puis tout simplement, ils vont prendre des captures d'écran hein, de ce qu'ils voient. Ils vont peut-être télécharger des éléments, et puis donc mettre tout ça dans un procès-verbal, papier, ce procès-verbal, et les pièces bah, qui sont stockées sur un, sur un environnement numérique, bien évidemment, dont il vous est remis lors de l'envoi du procès-verbal. Donc, le procès-verbal est envoyé au responsable de traitement, donc qui est identifié, quand il est identifié, et il vous est remis des pièces qui vont avec, les pièces jointes. Donc, vous avez, vous, finalement, les cartes en main pour savoir finalement sur quoi la CNIL va se baser pour évaluer la conformité de ce qu'elle a, des traitements qu'elle a vérifiés. Et alors, lors de ce procès-verbal, ce qu'elle fait généralement, c'est qu'elle n'a pas toutes les réponses à ces questions. Au contraire, ça lui a soulevé beaucoup de questions d'aller visiter votre site internet, et donc elle va vous poser des questions. Et donc, généralement, vous avez des questions complémentaires dans le procès-verbal sur lesquelles vous êtes attendu. Elle va vous demander des choses, en plus, pour pouvoir alimenter son dossier. Et enfin, le contrôle sur pièce, c'est ni plus ni moins qu'un courrier dans lequel la CNIL vous pose des questions, et les réponses aux questions vont constituer les éléments de son dossier pour pouvoir se baser et apporter des suites à ce que vous lui avez apporté. Voilà les 4 formes de contrôle principaux, forme principale, sur les contrôles de la CNIL. Alors, la CNIL a un programme annuel des contrôles,
Donc, on l'a vu tout à l'heure pour l'année 2023, on l'a vu à peu près pour l'année 2024, on en saura plus. Elle peut aussi faire des contrôles sur réclamation, et ça, c'est quelque chose d'essentiel, d'où l'importance d'être bien préparé là-dessus, ou les signalements. Hein, vous avez un formulaire de délation sur le site, entre guillemets, sur le site de la CNIL qui vous permet de faire un signalement. C'est souvent très pratique pour les signalements sur des incidents ou sur des fuites de données, par exemple, de sites internet. On veut bien communiquer à la CNIL. Attention, là, il y a peut-être un souci, il faut réagir vite. Et donc, ça permet à la CNIL d'être au courant. Les réclamations, c'est des plaintes, tout simplement. Hein, la CNIL en reçoit de plus en plus. Donc, il faut évidemment être vigilant là-dessus. Les initiatives propres de la CNIL, donc elle peut aussi évidemment, selon l'actualité, s'autosaisir et aller déclencher un contrôle. Les dispositifs de vidéoprotection, ça concerne essentiellement les collectivités, mais pas que. Tous les organismes donc, qui filment du public vont être concernés. C'est une mission un peu historique qui est dévolue à la CNIL depuis la loi de 2011 sur la vidéoprotection, dans le code de la sécurité intérieure. Et puis, vous allez avoir finalement des procédures de contrôle, je dirais, post-procédure de vérification. C'est un peu comme une démarche ISO. Vous êtes certifié ISO, vous avez un premier audit, et puis en fait, on va vérifier chaque année. Voilà, on va vérifier que vous êtes toujours certifié, conforme à ce que vous avez déclaré. Là, c'est la même chose. Vous allez avoir une procédure, vous allez avoir peut-être des demandes de la CNIL. Attention, très bien, on peut penser par exemple une sanction récente de la société Casper, qui a été sanctionnée récemment, et elle a eu une injonction dans un temps imparti pour se mettre en conformité. Je ne doute pas qu'au bout d'un certain temps, la CNIL refera des vérifications. Et ces vérifications peuvent se matérialiser par un nouveau contrôle sur place, par exemple, ou alors tout simplement les éléments de preuve fournis par la société pour justifier qu'elle s'est bien mise en conformité. Les suites à un contrôle, ça va être plusieurs choses possibles. La première chose, c'est généralement un courrier de clôture. Pour beaucoup de contrôles, ça se passe comme ça. Vous avez la présidente de la CNIL qui clôt la procédure en estimant qu'il n'y a pas lieu à donner de suite contentieuse. Elle va parfois apporter des observations. Ça veut dire tout simplement des injonctions qui ne sont pas soumises à contentieux. Ça veut dire qu'elle vous invite à vous mettre en conformité sur un certain nombre de points. Et attention, si lors du prochain contrôle, si ça revient et que vous n'avez pas fait ce qu'elle vous a demandé, c'est des éléments pris en compte. L'autre élément, c'est la mise en demeure. La mise en demeure, là, la CNIL s'assure que ce qu'elle demande pour la mise en conformité, c'est bien réalisé. Vous n'avez pas le choix. Et elle s'assurera que c'est fait. Cette mise en demeure peut être rendue publique, ça arrive. Aujourd'hui, la CNIL, on le voit dans les années qui passent, elle met de plus en plus de mises en demeure. Et elle met aussi de plus en plus de sanctions, donc par la formation restreinte. Troisième cas, c'est les sanctions. Donc là, c'est pas la présidente, mais la formation restreinte de la commission, donc une espèce de commission des sanctions, si vous voulez, qui va prononcer donc une sanction sur la base contradictoire. L'organisme est invité à se présenter et puis finalement à se défendre, à expliquer pourquoi est-ce que la situation est telle qu'elle et finalement à être dans une procédure contradictoire sur les éléments soulevés par le rapporteur de la formation restreinte. Vous avez ensuite une autre possibilité qui peut être aussi combinée aux autres, hein, c'est la transmission du dossier au parquet. Généralement, quand il y a des infractions pénales qui sont caractérisées et que les faits finalement sont très graves ou que parfois la CNIL aussi va botter un peu en touche sur ces sujets, que le sujet est finalement trop important et qu'il faut aussi transmettre les dossiers au parquet. On a une coopération européenne, je vous l'ai expliqué déjà, sur les mécanismes de contrôle. Donc, on a des opérations coordonnées, mais on a aussi
des contrôles qui peuvent être conjoints avec d'autres autorités européennes. Il y a un mécanisme qui est prévu dans le RGPD pour faire ça. Souvent, c'est quand on va avoir eh bien, des systèmes, vous savez, de guichet unique. Vous avez un organisme qui a des traitements de données qui sont dans plusieurs États européens. Chaque État est concerné et il peut y avoir des plaintes dans plusieurs États et il peut être intéressant d'avoir eh bien, les agents d'autres autorités de contrôle qui interviennent sur un dossier pour apporter leur expertise par rapport à leur situation locale. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que on va nous estimer, en tout cas c'est notre approche, des éléments indispensables, que l'on considère indispensables, pour tout contrôle de la CNIL. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où la CNIL débarque chez vous, ou si vous recevez un courrier, ou si donc vous êtes auditionné, voilà, ou si vous avez un contrôle en ligne, il y a des éléments que la CNIL va vous demander de manière systématique. Pourquoi ça? C'est parce que la CNIL ne fait qu'appliquer son rôle et elle s'assure que, en tant qu'organisme, vous respectez donc l'article 5 du RGPD qui vous demande de pouvoir prouver que vous êtes en conformité avec le respect des principes de l'article 5 du RGPD. En gros, que vous respectez le RGPD. Ce qu'on appelle plus ou moins le principe de responsabilité, ou en anglais, le principe de accountability. Donc, systématiquement, vous devez être en mesure de prouver, à travers une documentation, que vous mettez en place les bonnes choses pour être conforme, pour respecter les principes du RGPD. Donc, c'est de la documentation. C'est pour ça qu'on va parler de 5 documents que nous, on considère indispensables. Comment elle se traduit de manière très concrète, cette documentation, sur la conformité au RGPD? Alors, ça se traduit par plein de choses, mais ça se traduit surtout par 5 choses. La première chose, et vous l'avez évidemment tous en tête, je pense, de documentation de la conformité, c'est le registre. Une des obligations du RGPD pour vous aider à vous conformer et à respecter ce principe d'accountability, c'est un premier document, donc là qui est un document physique, donc qui peut être numérique ou papier, mais c'est un document physique qui s'appelle le registre des activités de traitement. Alors, normalement, si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que vous avez tous normalement un registre. En tout cas, je l'espère pour vous. Ensuite, la question, c'est est-ce que votre registre est à jour? Est-ce que votre registre est bien? Est-ce que vous savez où il est? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, sachez que c'est la première chose que la CNIL va vous demander. Dans un contrôle, vous devez avoir un registre, c'est obligatoire. Donnez-moi votre registre. D'ailleurs, c'est marqué dans le RGPD. Il doit être mis à disposition de la CNIL, de l'autorité de contrôle. En fait, la CNIL n'a même pas le choix de ne pas le demander. Donc, elle le demande systématiquement. Et donc, vous devez être en mesure de le donner. Et puis, si vous ne pouvez pas l'apporter, relever un manquement. Donc, ça va aller s'ajouter dans la liste. Et plus vous allez avoir de manquements, plus la facture va être importante à la fin. Donc, registre, de quoi on parle? On parle d'un document, papier ou numérique, qui va recenser l'ensemble des activités de traitement. En gros, les processus métiers dans lesquels vous avez des données à caractère personnel. Et vous devez décrire, voilà, moi je fais du recrutement, je gère l'état civil, etc. Et j'utilise des données, donc qui sont ces types de données. J'utilise les données pour telle finalité. J'utilise ces données et elles concernent tel type de personne. Je les transmets à telle personne, à tel destinataire, donc tel organisme. Voilà. Je fais des transferts en dehors de l'Union européenne sur, par exemple, ces données-là et pour tel destinataire. Et je conserve ces données tant de temps et voilà ce que je mets en place pour les sécuriser. Donc je fais un inventaire et à chaque fois, pour chacun de mes processus, je dis ce qu'il en est. Voilà ce que
voilà mes données, voilà à quoi ça sert et comment je les protège. Finalement, le respect des 5 principes du RGPD fondamentaux, hein, sur chacun de mes traitements. Je sais bien sûr qui est le responsable de ce traitement, c'est-à-dire que je sais que c'est moi ou je sais que ce n'est pas moi, par exemple. Et puis, bah, si j'ai un DPO, je l'indique dedans. Si je ne suis pas situé au sein de l'Union européenne et que j'ai un représentant, je l'indique dedans. Donc, c'est un fichier prévu par l'article 30 du RGPD. Ça concerne le registre pour les responsables de traitement, donc moi qui mets en œuvre des traitements, je dois les décrire. Et puis moi qui suis aussi sous-traitant, donc pour des responsables de traitement, donc je fais une activité, par exemple d'Astra, je mets à disposition un outil qui permet de piloter le registre pour le compte de mes clients, je suis sous-traitant sur cette partie-là. Donc je dois avoir un registre en tant que sous-traitant. Et dans ce registre en tant que sous-traitant, je dois prévoir un certain nombre de choses. Bah déjà pour qui je mets en place le traitement en tant que sous-traitant. C'est qui le responsable derrière? Ensuite, quels sont les traitements que je fais? C'est quoi finalement le traitement que je fais pour mon responsable de traitement? Est-ce que j'ai un transfert? Et puis quelles sont les mesures de sécurité que je mets en place? Oui, il y a moins de choses. Ce registre, c'est un outil qui est obligatoire. Enfin, c'est surtout un outil de pilotage, en fait. L'intérêt du registre est bien évidemment de donner un moyen concret aux organismes de suivre les traitements qu'ils font et donc de respecter le RGPD. Donc, première obligation, avoir un registre parce qu'il sera systématiquement demandé. Ça, vous pouvez voir tous les retours d'expérience si vous demanderont tous le registre, à un moment ou un autre de la procédure, bien évidemment. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que la CNIL ira consulter votre registre en intégralité. Néanmoins, vous devez être en mesure de le produire. Et puis, bah, si pour les traitements sur lesquels elle va aller faire des vérifications, par exemple, parce qu'elle ne va pas tout voir, mais elle va aller se concentrer sur un certain nombre de choses, et que les traitements sur lesquels elle a été voir ne figurent pas dans votre registre, quand bien même vous avez donné un registre, peut-être le registre ne sera pas bon. Donc, il y a de toute façon quelque chose qui ne va pas, il y a un manquement. Et puis, vous allez avoir peut-être aussi des éléments que vous avez dans votre registre, mais qui ne correspondent pas à ce que vous faites sur place. Et ça, c'est souvent le cas. Parce que finalement, dans notre registre, on a fait un truc super, ouais, c'est l'idéal. Alors par contre, en pratique, sur le terrain, ils ne savent pas très bien ce qu'il y a dans le registre, et puis finalement, ça ne correspond pas. Non, le registre, c'est le reflet de ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Bon, c'est pas évident à maintenir, hein, toujours, parce qu'on ne peut pas toujours tout savoir, donc comment faire? Voilà, en tout cas, c'est quelque chose d'important que la CNIL demande, parce que c'est aussi un bon outil pour savoir si vous êtes un peu mature sur votre sujet de la protection des données. Et plus le temps avance, plus le temps avance, moins finalement vous avez aujourd'hui d'excuses pour dire bah oui, conformité RGPD, c'est un sujet qu'on traite, mais bon, aujourd'hui ça va bientôt faire 10 ans qu'on connaît le RGPD. Et puis bah, faire des registres, c'est un truc, je veux dire, il n'y a pas que la CNIL et pas que le RGPD qu'on demande. Il y en a plein des registres. Donc c'est quelque chose d'habituel maintenant dans les organismes. Donc il y a moins d'excuses pour ne pas avoir de registre. Et puis, plus le temps va avancer, il y aura encore moins d'excuses pour ne pas avoir de registre qui soit à jour. Donc, et pourquoi ça? Parce que bah, plus le marché avance, plus bah, il y a des bons outils pour pouvoir mettre à jour ces choses-là. Et donc, plus on peut estimer que aujourd'hui, on a les capacités de maintenir donc, ces registres. Donc, premier sujet, le registre des activités de traitement. Deuxième sujet, vous avez vu, maintenir, il y a un autre registre important dans le RGPD. C'est une documentation obligatoire sur les violations de données. Article 33 du RGPD qui sollicite tous les organismes qui mettent en œuvre des traitements de documenter tous les incidents de sécurité qu'ils ont qui impliquent des données à caractère personnel. Et pour tous ces incidents,
de décrire un certain nombre de choses, et puis en plus de ça, de les évaluer, et puis ensuite de ça, de savoir s'il ne faut pas notifier à la CNIL, de savoir s'il ne faut pas communiquer aux personnes concernées. Ça, c'est des obligations de forme pour obliger les organismes à prendre au sérieux l'incident, mais surtout, la première des choses à faire, c'est colmater l'incident et s'assurer qu'on n'en a pas. C'est apprendre de ces incidents. Identifier les mesures, identifier ce qui doit être fait, et puis, finalement, en tirer des conséquences. Donc, une documentation obligatoire qui doit comporter avec un certain nombre de choses pour chaque incident, même si ce n'est pas des incidents avec des risques avérés, c'est-à-dire qu'on ne doit pas notifier à la CNIL, finalement, qui présentent des choses assez bénignes. On doit documenter dans un registre bien, ce qui s'est passé. La nature de la violation, donc c'est quoi une violation pour rappel, hein? C'est un incident de sécurité donc qui va entraîner une violation des données. Ça veut dire que les données seront soit accessibles à des personnes qui ne devraient pas y avoir accès, confidentialité, soit les données ne sont plus accessibles, elles ont disparu, soit les données sont modifiées, sont altérées. L'intégrité, la disponibilité, la confidentialité. Ça, on connaît bien, c'est dans le sujet des RSSI, ils connaissent bien ça. Et bien, ce sujet des violations, on doit le documenter, on doit savoir finalement, ça concerne quoi, on doit savoir ça concerne combien de personnes, on doit savoir ça concerne combien d'enregistrements, ça peut concerner 2 personnes, mais si ça concerne 150 enregistrements pour 2 personnes, ou si ça concerne 150 personnes, mais un enregistrement à chaque fois, pas forcément les mêmes enjeux. On a moins de personnes, on n'a pas forcément les mêmes risques. Si on a juste le nom, prénom de 150 personnes, ou alors tout le dossier médical de 2 personnes, on va peser les choses. Donc, important d'avoir ces 2 informations-là. Les conséquences de la violation, là, il faut être un peu imaginatif. Cette logique-là, on est dans la logique de risque, hein, de la gestion des risques. C'est quoi? Là, on est dans la concrétisation d'un risque. Donc, on doit identifier des événements qu'on va redouter, et ce qu'on redoute, bien, finalement, c'est ce qui s'est produit. Donc, les conséquences et les mesures qu'on a prises pour remédier à cet incident, à cette violation, et limiter les conséquences. Voilà. Alors, parfois, pas beaucoup de choses à faire, mais bon, il faut trouver des choses. Et puis, le cas échéant, bien, finalement, notre évaluation de risque. Vous savez, il y a 3 niveaux, en gros, dans une évaluation de risque. Est-ce qu'il y a un risque qui est finalement peu important, un risque qui est avéré et un risque élevé? Alors, de quel risque on parle? On parle des risques pour les droits et libertés des personnes, toujours. Et sur le risque ici, c'est le risque pour les droits et libertés fondamentaux, d'atteinte à la vie privée, je ne sais pas, d'atteinte à la vie humaine. Donc, que va présenter cette violation? Donc, plus le risque sera important, plus on a des obligations, plus la lourdeur sera importante pour nous faire prendre conscience aussi des choses, et puis parce que l'autorité de contrôle a besoin de savoir, de s'assurer que le risque est bien maîtrisé, que l'incident est clos, et puis éventuellement d'aller faire un contrôle. Ça peut arriver. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'empêchement pour la CNIL de ne pas faire un contrôle à la suite d'une notification de violation de données. Il y a un débat, hein, l'auto-incrimination, etc., blablabla. Honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Et c'est déjà arrivé. Donc, le registre des violations de données, une documentation, tous les incidents sur ce qui se passe sur les données à caractère personnel doivent être documentés dans un registre et mis à disposition de la CNIL, sur demande. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la CNIL en contrôle? Je demande le registre des activités de traitement. Vous avez l'obligation de faire un registre des violations, donnez-le-moi. Ensuite, troisième élément important, vous l'avez aussi bien vu venir, les AIPD. Les PIA, Privacy Impact Assessment, analyse d'impact sur la protection des données, analyse d'impact relative à la protection des données. C'est un élément obligatoire dans le RGPD. Principal élément de documentation aussi,
Donc, quand il y a des traitements ici qui présentent des risques aussi élevés. Toujours le même canevas, sur quoi on se base, les risques sur les droits fondamentaux de la personne. Donc, il faut, avant même de savoir, de faire des analyses d'impact, savoir si on doit en faire une. Et ça, c'est un premier sujet. Donc, si on en a, on doit évidemment les communiquer. Il ne se privera pas de demander les analyses d'impact qui ont été réalisées. Mais la question est de savoir surtout si on doit faire des analyses d'impact. D'où l'intérêt du registre, d'où l'intérêt de savoir pour chacun des traitements, dans quel niveau de risque on se situe. Cette logique-là, pour ceux qui suivent un peu le règlement sur l'intelligence artificielle, on est à peu près dans le même registre, entre guillemets. On a des obligations qui dépendent d'un niveau de risque. Comment je me positionne là-dedans? Alors, au début, le RGPD n'est pas très clair là-dessus. Heureusement, les CNIL européennes nous ont donné des indices intéressants. Donc, il y a des critères. Vous savez, il y a 9 critères donc, qui déterminent donc, le niveau de risque. En fonction du nombre de critères qu'on coche, on est dans un risque élevé. Et donc, on doit faire une analyse d'impact. Qu'est-ce que c'est une analyse d'impact? C'est simplement une analyse de risque sur donc, la protection des données sur les droits à liberté fondamentaux des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va prendre le traitement de données à caractère personnel, et puis on va identifier par rapport à l'usage qu'on a des données, eh ben, quels sont les impacts pour les droits, les libertés, donc des personnes qui sont concernées par les données. Qu'est-ce que, voilà, l'atteinte à la vie privée, mon intimité, qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai un incident de sécurité et que les données sont accessibles à des personnes non autorisées? Qu'est-ce qui va se passer si jamais, effectivement, le traitement permet eh bien, de faire de la discrimination à l'embauche? Qu'est-ce qui va se passer si le traitement permet de prendre des décisions automatisées dans le cadre d'un diagnostic médical? Comment je m'assure derrière que mon traitement ne va pas faire d'erreur ou que mon traitement, eh bien, il y aura bien des garde-fous qui me permettront de sauver la vie humaine. C'est ça, hein, une analyse d'impact, c'est tout simple. C'est imaginer des cas, c'est imaginer des scénarios un peu complexes par rapport à l'usage des données. Qu'est-ce qui se passerait si? Voilà. Et donc, j'étudie tous les cas possibles. Et j'en déduis eh bien, parfois des cas où là, ce serait possible, donc vraisemblable, et là, si ça se passe, c'est très grave. Donc, qu'est-ce que je fais pour empêcher que ça arrive? Ça arrive. Voilà. Globalement, ce que c'est, et ensuite, il faut mettre ça dans un papier, un document. Donc, c'est un papier qui peut être un document papier ou un document numérique. Voilà. Donc, c'est assez. Je vous dis ça, ça paraît simple, mais parfois c'est compliqué. C'est pas l'analyse qui est compliquée, c'est souvent le traitement qui est compliqué. Et le contexte, c'est ça qui est compliqué. Donc plus vous allez avoir des traitements complexes, plus l'analyse d'impact va être aussi forcément complexe. Donc ça, mais par contre, c'est quelque chose d'obligatoire quand ça doit être réalisé pour les traitements qui font l'objet donc d'une analyse première de risque important pour les droits et libertés des personnes. Les analyses d'impact, le registre des violations, le registre des activités de traitement, et également, autre élément obligatoire qui est poussé par le RGPD, hein. Le RGPD il ne fait ni plus ni moins que prendre la main des organismes et leur dire quoi faire. C'est les contrats que vous avez avec vos sous-traitants. Vous avez un article dans le RGPD qui s'appelle l'article 28 et qui prévoit que chaque relation entre un responsable de traitement et un sous-traitant doit être encadrée par un contrat. Et en plus de ça, le contrat qui encadre la relation doit prévoir un certain nombre de choses sur le traitement, hein, bien évidemment, de données. Il prévoit plein d'autres choses, mais sur la partie traitement, vous l'avez vu, hein, ces contrats, ce sont les fameux DPA, Data Protection Agreement, ou addendum, donc contrats de sous-traitance en français, on pourrait les appeler comme ça, qui sont un peu partout et qui doivent être, pour chacun des sous-traitants,
identifiés pour être communiqués sur demande à la CNIL. Comment ça se passe concrètement si vous avez un contrôle? Vous allez avoir la CNIL qui va vous solliciter sur un traitement. Elle va aller regarder concrètement, bah tiens, aujourd'hui on va s'intéresser justement dans un hôpital au système de diagnostics médicaux. Comment ça se passe? Vous avez un logiciel métier, c'est compliqué, vous avez les médecins qui vont renseigner des informations. Très bien. Ces informations-là, c'est des données sensibles de santé, elles sont stockées quelque part. Elles sont stockées quelque part, elles sont stockées parfois chez un hébergeur. Cet hébergeur, c'est pas forcément quelque chose d'interne à l'hôpital, et ça va être un hébergeur externe. Donc il y a un sous-traitant. Ok, très bien, le sous-traitant, donnez-moi le contrat. Là, vous avez un éditeur de logiciel. Ah, cet éditeur, il peut avoir accès aux données dans le cadre peut-être parfois du support, etc. Ok, est-ce que vous avez un contrat de sous-traitance avec cet éditeur? Ou alors, vous êtes une collectivité, et puis vous avez confié une prestation dans le cadre d'une DSP à un organisme, vous lui sous-traitez finalement l'usage des données pour votre compte. Le contrat donc, doit avoir un certain nombre de choses. Et en tout cas, vous devez être en mesure de les avoir, de les identifier, et puis de vous assurer surtout que ces contrats sont conformes. Parce que c'est bien beau de les avoir, c'est comme tout. C'est ce que, en plus de ça, le document est conforme aux attentes. Voilà. Donc, il doit y avoir un certain nombre de choses dedans. L'objet, la durée de la prestation, la nature, la finalité du traitement, les types de données, les catégories, les obligations du droit du responsable du traitement, les obligations du sous-traitant, etc. Alors, voilà, vous le savez bien, il y a des modèles de clauses contractuelles, que ce soit la CNIL, que ce soit la Commission européenne, donc que ce soit dans les marchés publics. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui permettent donc de respecter cette obligation. Encore faut-il s'assurer que, on l'a pour l'ensemble des sous-traitants dans le cadre de nos activités. Et ça, la chaîne de sous-traitance, c'est quelque chose d'assez important à bien avoir en tête. Il faut pouvoir le piloter. Et enfin, cinquième élément, et là qui est un peu plus large, vous l'avez compris, de la documentation, vous êtes vous devez être en mesure de prouver que vous êtes mature sur votre sujet, que vous êtes responsable. Et donc, comment on est responsable et comment on est organisé dans une entreprise ou une collectivité, on met en place des procédures pour que les gens respectent finalement les choses à faire. Et donc, ces procédures, ce sont des attendus, parce que c'est la vie économique est comme ça. Et donc, si vous n'avez pas de procédure pour encadrer les éléments essentiels sur l'usage des données, et que vous ne pouvez pas prouver que vous respectez bien des règles, vous allez être mis en défaut. Pourquoi ça? Il faut aussi toujours avoir en tête que selon notre activité, notre cœur parfois de métier, ça va être l'usage de la donnée. Parfois, les données sont essentielles même pour notre activité économique. Parfois, c'est juste que c'est notre mission de service public. Donc, on a une responsabilité plus ou moins forte sur les données. Si on est dans l'industrie et qu'on fait de la logistique, on a finalement très peu de données à caractère personnel, on va peut-être être moins attendu sur un certain nombre de procédures ou de politiques. Mais si effectivement on est une collectivité et qu'on traite beaucoup de données, si on est un service public dans le cadre social, si on est une société qui fait beaucoup d'usage de la donnée pour des services à ses clients, on va forcément être attendu sur OK, comment vous allez bien vous assurer que le cadre d'utilisation des données est bien clair pour tout le monde. Et donc, ça passe par des procédures et des politiques. Donc, on vous attend notamment sur comment vous allez vous assurer que l'exercice des droits des personnes est bien mis en place. Vous savez, il y a une obligation dans le RGPD de faciliter l'exercice des droits. Ça, c'est très important. Comment ça se traduit? Ça se traduit par la mise en place de process. Comment je les gère? Comment je m'assure que je respecte les délais impartis? Ensuite, comment je gère les violations? Comment je respecte finalement l'article 33, la documentation? Si j'ai pas de process en interne pour identifier les incidents, etc., finalement, je peux peut-être avoir un registre vide, mais en fait, il devrait peut-être pas être vide. Donc, mettre en place des process là-dessus. Ça va être des process plus ou moins complexes, hein, ça dépend de votre organisation, évidemment. Est-ce que je mets en place une politique interne?
je suis responsable, je dégage des politiques, des chartes, je sensibilise, eh bien, selon ma taille de ma structure, bien évidemment, je vais m'engager donc à mettre en place donc, des efforts et ça peut se traduire par de la documentation interne. Des audits, évidemment, de l'audit interne, je fais des vérifications, des politiques de sécurité, etc. Parfois, c'est à vous d'identifier les éléments importants. Hein. Vous avez des protocoles, si on est dans le secteur médical, il y a des protocoles donc qui sont balisés par autre chose que le RGPD, mais évidemment des protocoles à respecter. Et puis parfois sur le respect d'usage des données. Donc il faut évidemment être très alerte en fonction eh bien, du niveau de risque. Il faut toujours avoir comme niveau principal, et ça c'est la CNIL, de toute façon se basera toujours sur cette évaluation-là, c'est quoi les risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes derrière. C'est quoi finalement le risque pour moi en tant qu'individu si jamais il y a un incident de sécurité qui se passe. C'est ça le risque principal qu'il faut avoir en tête. Hein. Si jamais, est-ce que c'est bien sécurisé? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte? Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie des personnes, à la vie humaine? Est-ce que je prends des exemples basiques, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination? Est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte au droit, tous les droits fondamentaux? Qu'est-ce que c'est, hein, pour rappel? C'est tout simplement les droits qui sont inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce n'est que ça. Hein. Il faut les prendre un par un, et puis on peut vérifier pour chacun des traitements, est-ce que là, oui, j'ai un impact, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. C'est pas plus compliqué. Donc, se poser ces questions, c'est documenter tout ça. Donc voilà, en fonction de notre poids par rapport à l'usage des données, ben, on va avoir plus ou moins d'obligations de documentation. Et évidemment, la CNIL sera à l'attendu sur ça. Hein, on n'est évidemment pas dans les mêmes attendus en termes de politique et de procédure pour une TPE que pour une société du CAC 40, que pour une très grande collectivité qui a des ressources donc pour mettre en place ces procédures. Alors, quelques éléments que je voudrais partager avec vous rapidement, et puis on passera, si vous voulez, à quelques questions-réponses. En pratique, ce que nous, on a pu voir, il y a quelques études, ce qui est très important, vous l'avez bien compris, c'est que ça représente du travail. Hein. Et donc, ce qui est important, c'est de mobiliser des ressources. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais bon, moi, on ne me donne pas de ressources. C'est vrai. Alors, il faut essayer de faire avec les moyens du bord. Et comment on peut faire? Vous avez bien vu, vous me voyez venir de très loin. Nous, on a une solution. Mais ce n'est pas l'outillage qui va être la solution unique, bien évidemment. L'outillage derrière est indispensable. Nous, moi, je le crois. Si vous n'êtes pas outillé donc avec les bons outils, on aura du mal à y voir clair et à bien s'inscrire son organisation dans un processus de conformité, parce qu'il y a une charge de travail très importante pour les DPO. Vous avez une complexité des obligations qui est importante, on l'a vu, là, il y en a quelques-unes, hein, mais il y en a d'autres, parce qu'après, il faut aller dans le détail. Ah mince, alors le consentement, et puis il faut aller dans le détail des projets, et puis ça prend beaucoup de temps, beaucoup de charges de travail, et donc il faut arriver à répartir la charge, à impliquer des collaborateurs, il faut arriver aussi à avoir du reporting, il faut arriver à débloquer des budgets, donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir de la donnée, il faut avoir des choses à présenter. Et ça, l'outillage, on pense que c'est quelque chose de très important. Alors les chiffres ici datent quand même je vous rassure, de 2 ans. Je n'ai pas mis à jour cette slide, mais ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, toujours dans les pains, je dirais, dans les choses qui sont les plus difficiles pour les organisations, c'est la réalisation des analyses d'impact. Pourquoi ça va? Évidemment, parce que c'est lourd, parce qu'on a un historique, c'est comme tout, hein, on ne part pas de zéro, donc il y a effectivement un historique et il faut réaliser ces analyses et ça prend du temps. Alors parfois, pas obligé de faire des choses trop compliquées, mais il faut quand même avoir en tête, hein, vous avez vu, tous ces analyses de risque. Les durées de conservation, c'est le principal sujet aussi compliqué dans les entreprises ou les collectivités, c'est déjà, eh ben, ça veut dire mettre les mains dans le cambouis. C'est ça, c'est long. C'est-à-dire se mettre à la place de la CNIL, qu'elle va faire un contrôle. Mais pour tous les traitements dans mon organisation.
ce qui est lourd, ce qui est long, et ce qui aussi est fort de conviction, peser pourquoi est-ce que ces durées de conservation ça va pas, et puis derrière il y a des enjeux business, etc. Donc c'est compliqué. Et ensuite, effectivement, les démarches un peu privacy by design, c'est impliquer finalement toutes ces questions-là très en amont dans les projets. Et ça, c'est très structurant dans les entreprises, dans les collectivités. Finalement, ça nécessite parfois de penser de manière un peu globale comment on va impliquer les questions de protection des données, de sécurité, et puis en fait, c'est pas que ça, dans l'ensemble des projets. Et puis à la fin, bah, voilà, il faut toujours prioriser, donc c'est compliqué. Mais il faut arriver à faire des efforts. Il faut vraiment pas lâcher là-dessus. Et nous, on croit beaucoup au fait que l'outillage là-dessus, il va apporter quelque chose de très fort pour pouvoir permettre d'apporter des réponses à ces facteurs-là qui vont ralentir évidemment les actions de conformité et qui derrière bah, vont peut-être ne pas vous permettre d'avoir des bons documents à apporter à la CNIL en cas de contrôle. Mais vous voyez, je vous rassure, c'est pas que la CNIL qui va vous demander ça, hein. Vous allez avoir des opérations de structuration entre des sociétés, bah, vous allez avoir des besoins de conformité, vous allez avoir des plaintes, vous allez avoir des actions contractuelles. Dans tous les pans finalement aujourd'hui de l'activité économique, on va être sollicité sur les différents éléments qu'on a vus, ces 5 documents essentiels. Voilà, rapidement d'Astra, vous pourrez aller faire nous solliciter pour nous demander test, aller faire un test même par vous-même, faire une démo, c'est très intéressant d'aller approfondir. En tout cas, ça va vous apporter des réponses. Sachez que tous les sujets qu'on a vus là, on les aborde évidemment. Quelques ressources que je vous mets ici. Bien sûr, vous pouvez aller sur dastra.eu. Vous pouvez aller retrouver les programmes de contrôle sur le site de la CNIL. Alors ça date un peu. Vous avez la liste des organismes contrôlés. Et sachez aussi que la CNIL, pour ceux qui veulent anticiper un contrôle, même mettre un process, eh bien, a une charte des contrôles qu'elle met à disposition de tout le monde, qui explique exactement comment ça se passe, les attendus, le procédure là-dessus. Voilà. Alors, on a un peu dépassé. Je vous laisse encore si vous voulez, quelques minutes pour les questions-réponses. Et pour ceux qui doivent nous quitter, bah, écoutez, à très bientôt pour un prochain webinaire. Oui, il y aura un replay. Ça, c'était une des questions. Et ensuite, vous avez des questions sur l'hébergeur. Oui, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur le sous-traitant. Sachez qu'un hébergeur, à partir du moment où il a les données qui sont stockées dans ses serveurs, lui, peu importe qu'il y ait finalement un accès véritable, il les traite en tant que tels, puisqu'il en a à disposition. Hein. Donc, il est forcément sous-traitant dans ce cadre-là, là-dessus. Il faut évidemment bien avoir le contrat avec cet hébergeur. Et là, la nature d'un contrat avec les hébergeurs dans le cadre de sous-traitance, c'est toujours un peu délicate parce que potentiellement, on peut héberger beaucoup de choses. Et donc, souvent, c'est très générique dans les détails des données. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres petites questions que je pourrais aborder? Voilà, le registre des contrats n'est pas inclus dans la solution, vu que c'est essentiel pour un contrôle. Alors, si le registre des contrats est dans Dastra, c'est vrai que je ne l'ai pas montré dans la slide d'avant, mais vous avez un module pour la gestion des contrats, justement, qui permet de recenser l'ensemble des DPA avec les sous-traitants, ou vous en tant que sous-traitant pour vos clients, et de pouvoir aussi les suivre, les piloter, vérifier, et établir la conformité de ces contrats, etc. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, que vous avez dans l'outil. Hein, donc la palette vraiment des fonctionnalités est très complète pour se mettre en conformité. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose d'arrêter ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt sur Dastra pour les clients existants et à très bientôt sur Dastra pour ceux qui ne sont pas encore chez nous. Merci et bonne fin de journée.